Septembre 2007. Pont-Aval, une commune de 400 habitants située à quelques kilomètres de Tarbes, au cœur des Pyrénées. Depuis quelques jours, ce village d'habitude si paisible est le théâtre d'événements atroces. En 30 ans de chasse, je n'ai jamais entendu ça. Les corps étaient véritablement en lambeaux. Arrachement ligamenteux, viscères dévorés. C'était un être humain qui était responsable de tout cela. Il devait davantage se rapprocher d'une bête que d'un homme. C'était des grognements énormes. On était face à un monstre. En quelques jours à peine, 4 personnes, toutes du village, sont sauvagement assassinées près de chez elles. C'est une des affaires les plus terrifiantes que la section 13 ait eu à élucider. C'est la 4e victime en l'espace de quelques semaines. Un berger, Félicien Belge, a été retrouvé le corps sans vie à quelques kilomètres du village de Pont-Aval, sur les pentes du pic du Creusot. L'affaire était couverte jusqu'en Espagne, parce que ce n'était pas une simple affaire d'un loup qui s'attaquait à des moutons, mais il s'agissait d'agressions mortelles sur des êtres humains. Que s'est-il passé dans cette région Midi-Pyrénées, jusqu'ici restée sans histoire? Quel animal monstrueux a-t-il pu s'en prendre ainsi à l'homme? C'est pas une bête qui a fait ça, c'est pas possible. Face à un climat de terreur, une région sous le choc, les autorités locales impuissantes sont dépassées par les événements. Malheureusement, ils ont voulu régler ça eux-mêmes. Alors là, oui, on a décidé d'organiser la battue. On voulait arrêter le massacre. Et ils l'ont payé cher, très cher. Que s'est-il passé dans cette commune de Pont-Aval durant le mois de septembre 2007? Une bête sauvage est-elle réellement à l'origine de ces attaques? Qui, à part une bête, aurait pu faire ça? Il était impossible que de telles morsures soient humaines. Pourtant, d'après les empreintes de mâchoire... Face à l'ampleur des événements, l'état d'urgence est déclaré dans tout le département. Le ministère de la Défense décide d'envoyer son unité spéciale, la section 13. Lorsque le général Carnot, le chef des opérations de la section 13, est informé le 2 septembre 2007 de la situation, il comprend vite que l'affaire est grave et qu'il va falloir intervenir rapidement. Lorsqu'on nous a chargé de l'affaire, les autorités locales avaient déjà 4 victimes sur les bras, plus ce chasseur Hubert Leroy attaqué pendant la battue. À son arrivée à Pont-Aval, la section 13 trouve un village dont la population est traumatisée par ces attaques sordides. Le commandant Lournec, expert en parapsychologie depuis plus de 15 ans, avoue, et ce malgré sa grande expérience, qu'elle se sent quelque peu dépassée par l'ampleur des événements. À ce moment-là, on était perdus. On devait comprendre ce qui s'était passé et on avait très peu de temps pour le faire. Nous sommes arrivés après le massacre. Et c'est seulement là qu'on a pu commencer notre enquête. Plus le crime est sauvage, plus il faut rationaliser et garder la tête froide. Il fallait travailler avec méthode, à commencer par le calendrier des événements. Le 2 septembre 2007, à 6h15, une attaque sauvage et bestiale a lieu au domicile des frères Tavard. Aristide Gallois, voisin des 2 fermiers, se souvient encore de cette journée dramatique. Un matin, sans raison, la bête est entrée dans la famille. Elle a tué l'aîné. Ensuite, elle s'est acharnée sur l'autre, qui s'enfuyait. Elle l'a poursuivi. Elle l'a blessé. Avec une haine, une férocité, une sauvagerie, vous n'imaginez pas. C'est moi qui ai fait les premières constatations. L'aîné des Tavard était mort, complètement déchiqueté. Et son frère a survécu. On avait un survivant de la première attaque, Jacques Tavard. Il avait survécu alors que son frère avait été tué. Et pour nous, c'était un élément capital. Seul son témoignage pouvait nous aider à avancer et nous donner des réponses claires et précises. Il fallait qu'on l'interroge au plus vite. Le capitaine Brunel, un investigateur de terrain hors pair, sait de par sa grande expérience qu'une affaire doit être traitée dans les premières heures qui suivent un homicide. Sans perdre une seconde, le capitaine Brunel se rend au chevet du miraculé.
Jacques Tavard, sorti du coma une semaine après son agression, est encore très fragile et sous le choc. Mais il représente le seul espoir de la section 13. On venait du Massif central. On a trouvé une ferme qui était très bien pour nous. Dans cette vallée, on se plaisait bien, on connaissait du monde, il y avait du travail. Jacques Tavard et son frère Lucien s'installent en 1992 dans le petit village de Pont-Aval. Tous les deux vivent d'agriculture et d'élevage. Une vie paisible et sans histoire, jusqu'au matin du 2 septembre 2007, jour où tout a basculé. C'était à l'heure de la traite. Mon frère et moi, on a entendu des grognements. Mon frère a pris son fusil dans la remise et il est rentré à l'intérieur en me disant de ne pas bouger de là. C'est à ce moment-là que j'ai entendu des cris horribles qui provenaient de l'intérieur. J'ai pris mes jambes à mon cou et je me suis enfui. Jacques Tavard va alors réussir à sortir de la maison et courir jusqu'à son camion. Il réussit à démarrer. Au moment où son véhicule s'engage sur la route, la bête parvient à briser le pare-brise avant et s'agrippe au pauvre homme. Le camion fait un écart et bascule dans le fossé. Elle m'a sauté sur le dos, arraché un bras. Là, heureusement, je me suis évanoui parce que cette saloperie, elle m'a... La chose qui l'a attaqué l'a émasculé en fait. Et l'a laissé pour mort, baignant dans son sang. En pleine panique au moment de son agression, Jacques Tavard n'a pas pu clairement identifier l'animal qui s'en est pris à lui. Après une opération chirurgicale de 6 heures, l'homme s'en sort. Et la nouvelle qu'un paysan a survécu fait le tour de la presse. Michel Rosemary, un journaliste d'exception qui a suivi toutes les enquêtes de la section 13, se rend immédiatement à Pont-Aval et commence sans attendre ses investigations. Je suis directement allé à la rencontre des habitants pour en savoir davantage sur les victimes et aussi pour savoir ce qui leur était arrivé. Le frère rescapé n'a même pas eu le temps de sortir du coma qu'une autre attaque survient. Et cette fois, c'est une vieille femme dans son jardin. Quelques heures après l'attaque des frères Tavard, c'est Madame Camus, une vieille femme bien connue du village, qui est retrouvée morte dans sa propriété. La série noire continue. La seconde attaque était tout aussi bestiale. La bête lui a enfoncé le crâne, on ne sait pas comment. Autre découverte capitale cette fois, Madame Camus n'avait aucune morsure, juste des coups sur le crâne avec un outil. Cet élément est très intrigant car c'est l'unique victime à avoir été agressée de cette façon. C'est vrai que c'est horrible à dire, mais l'homicide de Madame Camus était presque propre comparé aux autres. Les premiers éléments d'enquête concernant le premier meurtre, celui de Lucien Tavard, ainsi que les blessures constatées sur son frère survivant Jacques Tavard, ne permettent pas d'établir de similitude avec l'assassinat de Madame Camus. Celle-ci ne présente aucune trace de lacération ou de morsure. Le mode opératoire est différent. Madame Camus est décédée suite à une multitude de coups extrêmement violents portés sur son crâne. La section 13 a à peine le temps de se pencher sur le cas de la pauvre femme qu'un nouveau drame survient. Ce matin à 10h30, c'est un groupe de randonneurs qui a prévenu les services de la gendarmerie. Ils ont découvert le corps sans vie d'un berger de la région. Selon nos premières informations recueillies auprès des enquêteurs, l'homme se serait fait violemment agresser par une bête sauvage. Le commandant Berthier, affecté à la gendarmerie locale, arrive en premier sur les lieux du drame. Il retourne, et puis on se rend compte qu'il est émasculé. On se rend compte qu'il lui manque un bras. Ça devenait presque une routine. Visage dévoré, éviscération, émasculation. La bête sauvage n'a laissé aucune chance au berger. En revanche, ses moutons ont été épargnés. Lorsque le lieutenant Etchebarry, expert scientifique au sein de la section 13, se penche sur ces crimes, il est particulièrement sceptique. Les victimes présentent des morsures provenant d'une bête sauvage. Mais d'emblée, un point essentiel paraît invraisemblable. Vous connaissez beaucoup de loups, d'ours, de chiens sauvages ou de chats arrêts qui s'attaquent à l'homme alors qu'il y a des moutons et des lapins juste à côté. Et surtout, leur coupent les parties génitales.
Des agriculteurs agressés et sauvagement tués. Une dame âgée, puis un berger. Les habitants de Pont-Aval, sous le choc, n'en peuvent plus. Ça nous a foutu la rage. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent les gendarmes? Qu'est-ce qu'ils foutent? Il faut arrêter ce massacre. Les chasseurs s'étaient rassemblés sur la place du village et ils parlaient d'organiser une battue. On a essayé de raisonner. On voulait arrêter le massacre. On voulait venger tous ces gens. Ils se sont dispersés. Puis après, on a appris qu'ils sont partis dans la montagne pour faire cette fameuse battue. On a pris les Takivalki, les meilleurs chasseurs du village. Hubert, par exemple. 15 ans de chasse. Un coup d'œil sûr, hein. Un sage, pas un excité. Là, j'y pense. Le 5 septembre 2007 à 11h40, tous les chasseurs du village décident, malgré l'interdiction de la gendarmerie locale, de partir traquer cette bête à l'origine de ces terribles massacres. Les télévisions locales et espagnoles sont envoyées sur place. On était quatre équipes de télévision à couvrir l'événement. Et inutile de vous dire qu'on était tous à l'affût du moindre scoop. Ignorant tous des dangers auxquels ils s'exposent, les habitants s'organisent afin de venir à bout de ce qu'ils pensent alors être un simple loup. Ces hommes ne savaient absolument pas ce à quoi ils allaient se confronter. Cette battue d'ailleurs avait été formellement interdite par le préfet. Ils avaient décidé de s'aventurer dans une chasse dont le but était de traquer la bête. Mais en réalité, c'est eux qui se retrouvaient traqués. Parmi les hommes qui se sont rassemblés ce matin, on compte Hubert Leroy, 57 ans, un chasseur expérimenté. Sur ces images tournées par la télévision espagnole, on le distingue accompagné de son collègue Marc Vauban. Ce sont les dernières images d'Hubert Leroy vivant, car au bout de cette tragique battue, il va trouver la mort. Allez, tapez du secours! Aristide Gallois, ancien ami et compagnon de chasse d'Hubert Leroy, a accepté de revoir et de commenter les images de ce terrible drame. Quand on chasse le gros gibier, les collègues ils se mettent en amont et ils avancent. Et ils poussent le gibier vers nous. Sauf que là, c'est pas les gibiers qui nous attendaient dans les forêts. Ce qui est malheureux dans cette battue, c'est que vous avez 25 chasseurs lourdement armés, prêts à tirer au moindre mouvement, et seulement 3 rabatteurs isolés. En fait, ils avaient eu connaissance du mode opératoire par lequel les victimes avaient été sauvagement agressées. Ils n'auraient jamais laissé ces 3 rabatteurs seuls à 2 km de leurs collègues. C'est vrai qu'avec le recul, on n'avait pas conscience du danger. On était en permanence en communication avec eux. On avait les Takivalki. On pouvait nous appeler à tout moment. Ça s'est pas fait. Sur ces images tournées par la télévision espagnole, on distingue les 3 rabatteurs accompagnés d'un journaliste. Dans un premier temps, le rabatteur Alexandre Jass et le journaliste Victor Leroux partent s'embusquer sur le flanc droit de la montagne. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Marc Vauban, sur la droite de l'image, de partir se positionner à 1,5 km du rabatteur. Hubert Leroy se retrouve alors seul et part se positionner 900 mètres plus loin sur le flanc du pic du Creusot.
Le corps sans vie et déchiqueté d'Hubert Leroy, 57 ans, est retrouvé dans un fourré. Les autorités locales tentent de faire face, mais la panique gagne la population. Après cette battue dramatique qui s'est soldée par la mort d'un nouveau villageois, par décision préfectorale, l'accès à la montagne a été formellement interdit. La mort d'Hubert, un chasseur très expérimenté, est celle de trop. Dès cet instant, les villageois réalisent alors qu'ils n'ont peut-être pas affaire à un simple animal sauvage, mais à quelque chose qu'ils ont peut-être toujours voulu ignorer. Très rapidement, les villageois ont parlé à mes enquêteurs de cette légende, l'histoire de la bête. J'y croyais pas, moi, avant cette histoire de bête. Je pensais que c'était une rumeur pour effrayer les gosses. Mais là, on était bien obligé de se rendre à l'évidence. Ce n'est pas un loup qui fait ça. En recoupant divers témoignages et en étudiant les archives de la brigade locale, on a trouvé beaucoup d'éléments relatifs à cette histoire étrange. Il y a 20 ans qu'on en parle de cette bête. J'ai effectué les recherches dans les archives de la presse locale. Et j'ai retrouvé une dizaine d'articles consacrés à ce sujet. Tous étaient liés à des attaques sauvages ou à des disparitions étranges. Chiens errants, loups, animal sauvage, même monstres. Personne ne sait réellement ce qui se cache dans cette forêt. Les gens étaient terrifiés. On avait des centaines de versions de témoignages, c'était impossible d'y voir clair. Ce qui était certain, c'est que l'on avait 5 victimes atrocement mutilées et que l'on comptait bien trouver qui leur avait fait ça et pourquoi. Rigoureux et pragmatique, le lieutenant Etchebarri, le commandant Lournec et l'enquêteur Robert Brunel analysent dans les moindres détails l'ensemble des témoignages et indices pouvant aider à résoudre la légende de la bête. Le lieutenant Etchebarri concentre ses recherches sur l'identification de l'espèce animale pouvant être à l'origine de ces attaques sordides. Avant tout, j'avais besoin d'un topo sur tous les animaux sauvages qui pouvaient réapparaître dans ces zones habitées. Pour moi, ce genre d'enquête, c'était vraiment une première. Il arrive que certains animaux sauvages, d'habitude très rares, comme des ours ou même des lynx, s'approchent des zones habitées. Parfois, des animaux sauvages, poussés par la faim, empiètent sur les territoires humains. Mais statistiquement, ils s'attaquent très peu à l'homme. En 1991, à Norfolk, en Angleterre, on a retrouvé le cadavre d'un lynx. Et non loin de là, des fermiers ont signalé la présence de big cat, aux allures de panthère. On a même créé le terme de cryptozoologie pour étudier ces bêtes sauvages cachées parmi nous. La cryptozoologie est un terme inventé par le biologiste écossais Ivan Terence Sanderson. Il s'agit de la science qui étudie les animaux dont nous n'avons reconnu aucune existence officielle, mais seulement au travers de témoignages, pièces anatomiques ou photographiques qui ne constituent pas une preuve en soi. La cryptozoologie est très souvent utilisée lors de l'étude de gravures ancestrales laissées par nos pères, avec des animaux dont l'existence n'a pas été prouvée. Le champ d'étude de la cryptozoologie ne se limite pas aux Bigfoot, Yeti et monstres du Loch Ness, mais s'étend à toute créature vivante non identifiée, pour autant que la taille soit égale ou supérieure à celle d'une grenouille, et qu'elle ait laissé une trace dans l'esprit humain. On avait peu d'éléments, on était en attente des conclusions du médecin légiste, mais on avait cette vidéo, la vidéo du corps d'Hubert déchiqueté. Donc on se l'est repassé des centaines de fois à la recherche d'indices, mais on n'arrivait pas à déterminer quel animal avait pu faire ça. Malgré l'examen méticuleux de la vidéo tournée par la télévision espagnole, ainsi que l'analyse des traces et prélèvements effectués sur les lieux du drame, la section 13 ne parvient pas à trouver de réponse. C'était assez décevant. Impossible de savoir quel animal nous chassions. Je comptais sur la médecine légale pour nous faire avancer, parce que c'est la seule discipline capable d'analyser une morsure. Si par exemple un requin laisse une morsure de 50 cm, on sait que sa taille va être de 6 mètres. C'est très précis. Les enquêteurs de la section 13 vont se baser sur la taille des morsures, afin de déterminer quel type d'animal a pu commettre un pareil carnage. Le lieutenant Etchebarri va analyser en laboratoire la salive prélevée sur le corps des victimes, afin d'identifier un éventuel ADN. Les premières conclusions du médecin légiste s'avèrent être particulièrement troublantes. Quand le légiste nous a communiqué ses résultats, je lui ai fait répéter pour être sûr d'avoir bien compris. Selon lui, la bête qui avait attaqué 5 villageois était un être humain.
Comment expliquer qu'un être humain soit à l'origine d'un pareil massacre? Selon toute vraisemblance, un homme n'a pas pu à lui seul commettre de telles morsures. Pourtant, le médecin légiste est formel. Sincèrement, sur le coup, c'était impensable. Mais les résultats d'analyse étaient formels. J'ai spécifié que les traces de morsures relevées sur la victime provenaient d'une denture humaine, mais que la salive et autres traces d'ADN relevées sur les corps ne correspondaient pas à un génotype humain. D'après le rapport du docteur Lafaux, le responsable de ces carnages serait donc mi-homme, mi-bête. Très franchement, j'avais du mal à y croire. Je m'attendais pas à ça. Comment penser que ce soit quelqu'un qui ait pu faire ça? À l'époque, on pensait qu'il se plantait, qu'on se foutait de nous. Je savais qu'on aurait du mal à croire à ces résultats. Pourtant, l'ADN humain ressemble à 99,4% à celui du chimpanzé. Sauf que le singe a 24 paires de chromosomes, soit 48 chromosomes. Et l'homme, 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes. Eh bien, notre bête en avait 47. 47 chromosomes, j'avais jamais vu ça. Selon nos spécialistes, c'était un ADN partiellement humain, une sorte de chaînon manquant. Les conclusions médico-légales tombent. Elles sont indiscutables. Pour chaque homicide, la cause de la mort est due à des morsures humaines. Et l'homme ayant infligé ces blessures a un ADN imparfait. Il est porteur de gènes inhabituels. C'est une bête immonde. C'est pas un humain qui peut faire ça. Ce que je retenais surtout, c'est que les empreintes de morsures sur les victimes provenaient d'une même dentition humaine. J'ai été particulièrement impressionné par le déroulement pour le moins inattendu de cette enquête. Et dès le lendemain, je titrais « Drame des Pyrénées, la bête humaine ». Nous savions que le temps était compté et qu'il fallait faire vite avant qu'un nouveau drame n'ait lieu. La section 13 décide alors d'organiser une véritable chasse à l'homme. Plusieurs hélicoptères sont affrétés. La tension est palpable et le départ imminent. Les enquêteurs s'apprêtent à scruter les moindres recoins de la vallée à la recherche d'indices permettant de localiser le monstre. L'opération Bête humaine, qui a marqué la région et la marquera à jamais, va commencer. À 6h45 du matin, sous le commandement du lieutenant Etchebarri et du capitaine Brunel, 6 hommes surentraînés accompagnés d'un maître chien partent pour une mission spéciale. Neutraliser la bête humaine. La forêt pyrénéenne est particulièrement dense, mais au bout d'une demi-heure de vol, on a repéré des sortes de déchets, et vu du ciel, ça faisait penser à un campement abandonné. Le haut commandement de la section 13 ordonne alors une inspection au sol, afin de déceler une présence récente humaine ou animale. Nous avons été litroyés sur place et il y avait Etchebarri, la section locale de la gendarmerie, qui nous avait accompagnés au sol. On a tout de suite compris qu'on était au bon endroit parce que les traces retrouvées au sol montraient clairement qu'il s'agissait d'un campement abandonné depuis quelques jours seulement. Le bois carbonisé avait été éparpillé un peu partout, comme pour effacer tout indice d'une présence humaine. Le maître chien qui nous accompagnait nous a signalé qu'il y avait une piste et tout de suite on l'a suivi. Le chien a littéralement filé à travers la forêt. On a marché environ 2 km à travers une végétation très dense, avec des petites parties rocheuses à escalader. La zone était particulièrement sauvage. Ils ne le savent pas encore, mais les deux enquêteurs n'ont jamais été aussi proches de la bête. Et ils ne vont pas tarder à le comprendre. Le chien s'est subitement arrêté et il est revenu dans les pieds de son maître comme si quelque chose l'effrayait. Ce chien avait littéralement la trouille. Je me souviens de l'avoir caressé pour l'apaiser, mais il tremblait. C'est sûr que quand un berger allemand, une force de la nature, est terrorisé, vous vous dites que ce qu'il a flairé, c'est pas bon du tout. Et on avait tous en tête les corps des victimes. On savait très bien que ce que l'on était en train de traquer était d'une force et d'une violence inouïe. Je suivais toute l'opération par radio. Etchebarri m'a indiqué que le chien refusait de continuer. Et à ce moment-là, dans le talkie-walkie, j'ai entendu un hurlement bestial indescriptible. J'avais jamais entendu des grognements pareils. Mi-animal, mi-humain, franchement ça glaçait le sang.
On est resté le plus calme possible. Le moindre mouvement de panique aurait pu nous faire repérer immédiatement. En plus, on était une dizaine d'hommes au sol et on avait un chien qui refusait d'évoluer. En difficulté, les membres de la section 13 décident de continuer l'inspection de cette zone montagneuse. Les cris entendus semblent s'éloigner. Le capitaine Brunel et le lieutenant Etchebarri tentent de suivre la bête. Au bout d'une demi-heure de marche, ils repèrent alors une maison en partie détruite, de laquelle semble sortir une légère fumée. Des hurlements sont de nouveau entendus et proviennent de l'habitat en ruine. Etchebarri nous a fait comprendre que si l'on montait jusqu'à l'habitation, il y avait de fortes chances pour que la bête ne revienne jamais. On a été repérés. Il était évident qu'à notre arrivée, la bête aurait décampé. Il avait dû analyser que la situation était trop dangereuse pour lui. Et puis j'étais quasiment sûr qu'il ne nous attendrait pas bien sagement dans son habitation. Le lieutenant Etchebarri est alors convaincu que l'habitation a un lien avec la bête. L'endroit suspecté pourrait bien faire office de repère. Nous étions environ à 400 mètres de cette habitation, mais nous n'avions aucun visuel parce qu'à cet endroit, la végétation est très dense. S'il s'agissait d'un être sauvage, il y avait fort à parier qu'il ne remette jamais les pieds dans ces lieux. On aurait en quelque sorte souillé son espace de vie, on y aurait déposé nos odeurs. Et j'imaginais assez bien cet être décider de partir s'installer plus loin dans la montagne. Et là, autant dire qu'on serait reparti à zéro. Les membres de la section 13 vont alors mettre au point un ingénieux dispositif afin de surveiller la bête. On a décidé d'installer une caméra sur un mât télescopique, juste à l'endroit où nous nous trouvions. C'est une caméra HF qui permet d'envoyer les images qu'elle capte sur un récepteur vidéo. Une sorte de caméra de surveillance dotée d'un système d'analyse thermique. Une caméra thermique enregistre les différents rayons infrarouges qui permettent de mettre en évidence les différences de température dans un lieu précis. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, une caméra thermique ne permet pas de voir des personnes au travers d'une paroi. En revanche, elle est très utilisée par les services techniques de la gendarmerie pour identifier des individus dans de très larges périmètres. Aucun être vivant ne peut échapper à ce genre de technologie. Des caméras thermiques sont également utilisées dans de très nombreux autres domaines. En médecine, on les utilise pour déceler des fièvres, ou plus localement des tendinites et inflammations. Dans les aéroports, elles permettent d'identifier des personnes souffrant de fièvre, signe d'une maladie particulièrement contagieuse. Efficaces de jour comme de nuit, ces caméras thermiques sont reliées en Wi-Fi à des postes de commande qui déclenchent l'alarme au moindre mouvement. L'idée était simple. On avait logé le responsable de ces meurtres, et dans la mesure où j'étais certain qu'il ne savait pas qu'on avait repéré son habitat, il allait revenir et on allait pouvoir intervenir. L'habitat est maintenant sous surveillance vidéo. Après avoir mis en place plusieurs caméras thermiques, les hommes de la section 13 évacuent la zone en fin d'après-midi. L'hélicoptère de la gendarmerie les ramène au poste de commandement installé dans le village de Pont-Aval. Une opération sans précédent va pouvoir commencer. Le terrain étant escarpé et difficile d'accès, il fallait, pour que le piège fonctionne, intervenir rapidement et discrètement. Il fallait intervenir par les airs, et la solution la plus efficace, c'était le drone. Un engin sans pilote, extrêmement discret et particulièrement rapide. Un drone est un avion miniaturisé et télécommandé pouvant emporter des charges utiles, destinées à des missions de surveillance, de renseignement, de combat ou de transport. Ces avions sans pilote sont très utiles dans les opérations à haut risque. Le drone a été équipé pour l'occasion de grenades à gaz paralysantes. Ce type de gaz se répand très rapidement sur une zone très large. Il n'est pas particulièrement dangereux pour l'organisme, mais il a l'avantage d'immobiliser et d'affaiblir considérablement tout individu qui l'inhale pendant plusieurs heures. Une fois le drone passé sur zone et la cible gazée, on avait cette fois le temps d'intervenir par hélicoptère et surtout d'interpeller ce monstre. Sauf que rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé. Depuis le mois de septembre 2007, un monstre mi-homme, mi-animal sème la terreur dans le petit village de Pont-Aval. Ce monstre a déjà fait 4 victimes, 2 bergers, une vieille dame et un chasseur. Seul Jacques Tavard, un agriculteur, a survécu miraculeusement. Fait extrêmement troublant, certaines de ses victimes ont été émasculées. Les
villageois à bout de nerfs ont tenté de mettre fin au massacre, mais la battue organisée s'est soldée par un drame. Face au risque évident de récidive, la section 13 n'a que très peu de temps pour neutraliser le monstre. Leur seul espoir, envisager que la bête retourne vers son habitation. La première mauvaise surprise a été le temps d'attente. J'étais tellement certain que la bête allait revenir sur place que pendant les longues heures d'attente à la caserne, je me suis conforté dans cette idée. J'ai donc analysé les relevés topologiques de l'endroit et j'ai découvert que l'habitat de ce monstre surplombait littéralement la vallée. C'était presque une cabane de chasseurs en soi. À l'évidence, l'endroit était propice pour surveiller la vallée et épier le moindre mouvement. Le soir même de la découverte de l'habitation, l'opération Bête Humaine est engagée. Les membres de la section 13 attendent que la créature se manifeste avant de lancer l'assaut. Les renforts sont sur le qui-vive, prêts à intervenir. Ils ne le savent pas encore, mais l'attente va être très longue. Une attente interminable. 37 heures, je peux vous dire que c'est très long. Pour moi, c'est un vrai cauchemar. Comment dire? On a beau être entraîné, c'est quand même c'est quelque chose d'inimaginable. J'étais avec eux dans une grande salle de la caserne, on avait tous les yeux rivés sur l'écran. On a eu le droit à tout. Des bouquetins, un renard, rien n'échappait au détecteur de mouvement. Et puis à un moment donné, l'alarme de l'ordinateur qui réceptionne les images de la caméra thermique se met à sonner, et là, on a un signal intéressant. Le 15 septembre 2007, soit 37 heures et 45 minutes après le début de l'opération Bête Humaine, la caméra thermique repère les mouvements de deux êtres qui semblent s'approcher de l'habitat. Au même moment, les capteurs sonores dissimulés dans la montagne retranscrivent les hurlements qui semblent venir du même endroit. Ce monstre qui terrorise et assassine la population depuis plusieurs mois est repéré. Et contre toute attente, il n'est pas seul. On pouvait clairement distinguer deux silhouettes humaines. Elles s'approchaient discrètement de l'habitat. C'était un moment très fort. Le dispositif fonctionnait, on avait un visuel sur deux individus, et je me souviens très clairement de ce silence qui régnait à ce moment précis dans la salle des opérations de la caserne de Pont-Aval. Au bout de 5 longues minutes, les deux suspects ont fini par entrer dans l'habitat. Et là, j'ai donné l'ordre d'envoyer le drone armé. Le drone contenant le gaz paralysant arrive sur zone au bout de 4 minutes. L'ordre est alors donné aux membres du GIGN de se diriger en hélicoptère vers l'habitation suspecte. Leur objectif, capturer le monstre. L'opération s'est déroulée exactement comme prévu. Ils sont partis 8 minutes après que le drone a gazé la zone. En l'espace de quelques secondes, les membres du GIGN, équipés de masques à gaz, sont élitroyés sur place. Les 10 hommes spécialement entraînés pour ce type d'intervention vont pouvoir appréhender les deux mystérieux individus. On est arrivé sur site en pleine nuit, on a été élitroyés sur place et on a tout de suite appréhendé les deux suspects dans l'habitat. Je leur ai indiqué par radio que les deux individus semblaient totalement immobilisés. Le gaz paralysant qu'on avait largué sur zone semblait avoir fonctionné. Et j'ai donc donné le feu vert pour l'interpellation. On a jeté tout de suite une grenade éclairante et là on a vu la silhouette de cette femme, elle était au sol et juste à côté il y avait cet homme à moitié préhistorique, une sorte, une bête. C'était une bête. Un des membres du GIGN s'est alors approché de l'homme qui ne bougeait absolument pas. Et en l'espace d'une fraction de seconde, il lui a littéralement sauté à la gorge. C'était impossible qu'il parvienne même à se retourner. Pourtant, on sentait bien qu'il peinait à faire le moindre mouvement, mais il y arrivait. Il s'est redressé, il s'est agrippé une sorte de barre dans la baraque. Et là, il a littéralement sauté à la gorge de mon collègue et il lui a arraché le masque à gaz. Et là, moi, tout de suite, j'ai tiré. À ce moment-là, ça dure une fraction de seconde à peine. On est devant l'écran de surveillance, impuissant, et puis il y a ce second coup de feu. Et là, on entend le troisième coup de feu. La bête humaine est morte sur le coup. J'ai tiré 3 fois. Il s'est écroulé. Il était mort. Le 15 septembre 2007, à 4h45 du matin, le monstre appelé la bête humaine meurt sur le coup. Un échec personnel de mon point de vue. Un échec personnel d'abord parce que je n'avais pas compris comment cet être, sous l'effet du gaz paralysant, a pu tenter d'agresser un des membres du GIGN. Et puis bien évidemment parce que le principal intéressé de cette affaire, la bête humaine, était décédé.
Et pour nous, c'était très embarrassant et très frustrant aussi. Prostrés au centre de l'habitation, les membres du GIGN découvrent le corps inanimé d'une jeune femme à l'aspect sauvage. Inconsciente mais bien vivante, cet étrange individu qui accompagnait la bête doit être d'urgence emmené à l'hôpital le plus proche. La femme et la dépouille de ce dangereux individu ont été évacuées sur civière. Bon, sur le coup, on savait bien que l'intervention était un échec, puisque le principal intéressé était décédé lors de l'opération. On n'a pas réussi entièrement notre mission. Notre mission, nous gendarmes, c'est de déférer un individu qui a commis des crimes. Si l'individu meurt dans une intervention, c'est un échec. Il a été emmené à l'Institut médico-légal de Montpellier. Quant à la suspecte, une femme de 30 ans, elle a été immédiatement transférée dans une unité de soins psychiatriques. L'enquête va pouvoir avancer à grands pas. Interrogatoire de cette étrange femme sauvage, examens médico-légaux. L'équipe de la section 13 va pouvoir enfin percer le mystère de la bête humaine. On l'a ramené dans nos locaux, on a fait des analyses et des examens médicaux, et c'est là qu'on a vraiment réalisé. Le lieutenant Etchebarri, expert scientifique, assisté du médecin légiste Patrice Lafaux, vont pouvoir procéder à l'autopsie de la bête. L'intégralité de l'examen a été filmée par les caméras des membres de la section 13. Des traits simiesques. D'après la structure et la position de la langue, on comprend très vite que cet être n'est doué d'aucune faculté langagière. Il ne savait pas positionner sa langue. Tenant sa gorge repliée, sa tête enfoncée dans les épaules, on est face à la dépouille d'un être primitif. L'aspect de l'homme est impressionnant. Homme-bête monstrueux entre 50 et 60 ans, chevelure hirsute, un faciès d'un autre temps. On a peine à croire que cette chose soit humaine. Quand on découvre ce corps, on a vraiment l'impression d'être confronté à un homme des bois, un homme qui n'en est pas un. De par ne serait-ce que ces traits simiesques, je ne vous cache pas que l'individu est extrêmement impressionnant. Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie, jamais. On était face à un monstre. Un monstre. Les morceaux de chair prélevés sous les ongles et dans la dentition de cet individu surnaturel laissent imaginer la force surhumaine avec laquelle il venait à bout de ses victimes. Cet homme que nous avons vu, qui était capable d'arracher un dos, un bras, une jambe, il fallait avoir une force incroyable. Il se servait même de ses dents pour émasculer. Vous vous rendez compte de pouvoir faire ça? Un jour, nous les humains, on a tous parlé la même langue. On appelle ça une proto-langue, faite de sons plus ou moins ordonnés. Et dans le cas de notre spécimen, sa morphologie ne permettait pas d'imaginer qu'il pouvait s'exprimer. Alors, il était capable très certainement de pousser des cris, des grognements semblables à ceux d'un animal sauvage, tout au plus. Selon les enquêteurs et d'après les rapports légistes, cette bête humaine aurait vécu des années durant à l'état sauvage. Nous avons prélevé la matière couvrant son visage. Il y avait du sang des victimes, des excréments. Ses dents étaient pourries, cariées, et il souffrait déjà de terribles rhumatismes au niveau des articulations. Ce qui nous a fait dire que cet être aurait vécu encore 2 ans au maximum s'il n'avait pas été tué pendant cette opération. Les enquêteurs tiennent enfin des preuves irréfutables permettant d'incriminer le suspect. C'est donc bien cet être, mi-homme, mi-bête, le responsable de ces crimes sordides. L'ADN correspondait en tout point à celui de la salive relevée dans les morsures des victimes. Et l'empreinte de sa mâchoire aussi. Surtout, nous étions sûrs de tenir notre criminel. Et maintenant, à savoir qui il était vraiment. Comment un homme sauvage, aux traits préhistoriques, a-t-il pu vivre caché au cœur des Pyrénées pendant tant d'années? Pourquoi s'en est-il pris aux habitants de Pont-Aval, en les assassinant sauvagement par lacération, éviscération et, pour certains, émasculation?
En étudiant les caractéristiques physiques de cet étrange individu, les membres de la section scientifique dirigée par le lieutenant Etchebarri vont faire une découverte incroyable. Des rapports génétiques et morphologiques ont permis d'établir avec certitude la parenté de la bête humaine avec une espèce d'homme hors du commun qui a vécu jusqu'à la fin des années 70. Ces êtres étranges au code génétique unique vivaient dans les Pyrénées et s'appelaient les Cagots. Les Cagots étaient un peuple étrange des Pyrénées qui vivait ici pendant des siècles en véritable paria. Hommes maudits qu'on accusait d'apporter la peste, ils vivaient à l'écart comme des bêtes. Le Cagot était assimilé aux lépreux et aux pestiférés. Véritable exclu de la société, les Cagots ne se mélangeaient pas avec le reste de la population. Méprisés par les autres villageois, il leur était interdit de vivre dans les mêmes quartiers, de marcher pieds nus ou de posséder du bétail. À l'église, ils ne pouvaient pas rentrer par la même porte que les fidèles, et le prêtre leur tendait l'hostie à l'aide d'un bâton. Ils vivaient en communauté, se mariaient entre eux, et tous vivaient dans les Pyrénées-Orientales, à l'endroit même où la section 13 a découvert l'habitation suspecte. La consanguinité issue de ces mariages a peut-être engendré un monstre comme une bête humaine. Après avoir approfondi les recherches sur cette créature, mi-homme, mi-bête, les enquêteurs vont se tourner vers cette jeune femme retrouvée dans l'habitation aux côtés du monstre. Hospitalisée et mise en observation sous bonne garde, la jeune femme se remet de son gazage. Qui est-elle? Comment a-t-elle pu vivre avec la bête humaine? Et surtout, qui est cette femme rendue à l'état sauvage? Des recherches sont effectuées pour savoir si des enfants de sexe féminin ou des jeunes filles ont disparu durant ces 30 dernières années. Parmi les fichiers des disparus, les enquêteurs tombent très vite sur un nom qui les intrigue. Laure Camus. Disparue depuis près de 15 ans, née de père inconnu et fille de Viviane Camus, assassinée 8 jours auparavant. La section 13 n'a qu'un seul moyen pour en avoir la certitude, l'ADN. Les examens sanguins sont effectués sur cette femme, recherche d'ADN, et très vite on comprend. L'ADN des deux femmes est comparé et très vite les résultats sont sans équivoque. Laure Camus est bel et bien la fille de Viviane Camus, sauvagement assassinée par la bête humaine. Laure Camus, bien sûr, je me souviens. À 16 ans, elle fugue de chez sa mère. On l'a cherchée partout, on ne l'a jamais retrouvée. C'est impossible, impensable de faire un rapprochement avec l'histoire de la bête humaine. Existe-t-il un lien entre la terrible agression de la vieille dame et la découverte de sa fille, Laure Camus, lors de l'opération Bête Humaine? Le commandant Lournec se rend au village de Pont-Aval afin de mener l'enquête. Au fur et à mesure de mes investigations, j'ai pas tardé à comprendre que Madame Camus avait des mœurs un peu particulières et elle avait eu une fille légitime, Laure Camus. Et cette fille, née de père inconnu, a quitté le village. Cette fois, on commençait vraiment à avancer à grands pas. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le commandant Lournec découvre qu'il existe bien un lien entre toutes les victimes. Certains de ces hommes blessés ou tués auraient été les amants de Madame Camus. Et la vieille dame aurait eu un enfant, Laure. J'ai eu envie de poursuivre l'enquête un peu plus loin. Et au fil de mes interrogations, je me suis rendu compte que Laure Camus n'avait pas fui son domicile pour rien. En fait, il se trouve que sa mère se servait d'elle pour la prostituer. En fouillant le passé des victimes, le commandant Lournec met en lumière les secrets enfouis du village. Peu à peu, elle reconstitue un puzzle sordide et complexe. Je me suis vite rendu compte que tout le monde était au courant. Simplement, on n'en parlait pas. Impossible de recevoir les confidences des hommes, ce sont les femmes qui m'en parlaient. Entre 14 et 16 ans, Laure Camus est violée à de multiples reprises par les amants de sa mère. La vieille dame séquestre et prostitue sa fille contre de l'argent afin d'arrondir les fins de mois. Trahie par sa propre mère et salie par tous ses hommes, Laure Camus s'enfuit du village et ne donne plus jamais signe de vie. Après tout, et si cette affaire n'était qu'une vengeance? La vengeance serait une piste envisageable pour les enquêteurs de la section 13. Mais il reste encore à expliquer la relation de Laure Camus avec la bête. À sa sortie de l'hôpital, elle va évidemment être entendue par les enquêteurs de la section 13. Et c'est là qu'elle va apprendre la mort de l'homme sauvage avec lequel elle vivait. Quand elle apprend la mort de la bête, elle est affolée. Sa tête tourne dans tous les sens. Sa souffrance est visible. Elle est totalement apeurée, comme prise au piège. Elle est complètement repliée sur elle-même.
Les enquêteurs de la section 13 procèdent alors à l'interrogatoire de Laure Camus, afin de trouver des réponses aux zones d'ombre qui couvrent encore l'affaire. Je me souviens bien de l'interrogatoire de Laure Camus parce que ça a été très compliqué, très long et difficile. En fait, j'avais en face de moi une jeune fille, elle était encore jeune, 30 ans. On voyait qu'elle avait été jolie, mais c'était comme un enfant sauvage. En fait, c'est prostré, on ne pouvait rien en tirer. Petit à petit, j'arrivais à la faire parler, si je peux dire, mais en fait, ses mots étaient inaudibles. Je voyais qu'elle essayait de me dire quelque chose, mais il n'y avait que des sons qui sortaient. Donc j'ai fait appel à un psychiatre qui est connu de nos services, et on a pu peu à peu, ça a pris des jours en fait, cerner sa personnalité. En regroupant les différentes informations livrées par Laure Camus au moment de ses interrogatoires avec le registre d'état civil de Pont-Aval, les enquêteurs ne vont pas tarder à découvrir la véritable identité de la bête humaine. Lors de sa fuite, il y a 15 ans, elle avait été hébergée par un ami, David Morales. Un genre d'ermite, un homme sauvage. Lui et ses parents vivaient isolés du reste de la population, à l'écart de toute habitation. Il était en quelque sorte le dernier descendant des Cagots. Et il était parti vivre seul dans la forêt à l'âge de 20 ans, à la mort de ses parents. Il a vécu dans la forêt, c'est là qu'il a rencontré cette fille. Et c'est là que tout a commencé. On a compris au fil du temps que la rencontre de Laure avec cet homme, même s'il s'agit de moitié homme, moitié bête, avait été capitale en fait pour elle. Pour la première fois de sa vie, elle arrivait à avoir confiance en quelqu'un. Et même si au départ ses réactions lui faisaient peur, si sa force l'effrayait, des liens de confiance se sont établis jusqu'à ce qu'ils deviennent amants. Et puis ils ont vécu ensemble. Elle était réduite un peu à l'état sauvage, mais elle se sentait protégée. Tous les deux, elle et cette bête, si je peux dire ça comme ça, ils chapardaient, ils fouillaient dans les poubelles, ils avaient quand même une vie de sauvage avec une condition d'hygiène déplorable. Petit à petit, au fil du temps, par persévérance aussi, elle a réussi à l'utiliser pour accomplir sa vengeance. Laure Camus va expliquer aux enquêteurs qu'elle a dressé la bête, comme on dresse un chien. L'homme animal bestial et sauvage va devenir en l'espace d'une dizaine d'années une véritable machine à tuer dévouée à sa maîtresse. La nuit, elle criait, ses cauchemars revenaient la hanter sans cesse. Et David la protégeait comme une bête protège son bien. Elle voulait se venger des viols qu'elle avait subis, de ces hommes sans scrupules qui avaient abusé d'elle. Alors elle a expliqué à David qu'il fallait les tuer et les punir par là où il l'avait blessé. Il fallait que ça sorte de sa tête. En fait, elle nous a fait comprendre qu'elle descendait régulièrement au village où elle se cachait. Et en même temps, elle observait sa mère. Sa mère la hantait, mais il fallait qu'elle reste quand même à proximité d'elle pour l'observer. Et c'est là qu'elle a nourri son idée de vengeance et de haine, jusqu'à vouloir la tuer. Les interrogatoires se poursuivent dans des conditions stressantes. De longs silences répondent à nos questions. Dans ces périodes, elle est assise, très droite, se balançant sur sa chaise, le regard lointain. Elle pleure en silence. Et soudain, elle tient des discours incompréhensibles, comme si elle s'adressait à quelqu'un qu'elle cherche désespérément autour d'elle. Suite à son interpellation, Laure Camus est jugée non responsable de ses actes. Dans un état psychologique très instable, elle est internée d'urgence à Montpellier en unité pour malades difficiles. Très rapidement, les médecins informent les autorités que la jeune femme est enceinte et désire garder l'enfant. Aujourd'hui, elle s'est reconstruite. Elle est retournée vivre à Pont-Aval avec son petit garçon de 7 ans et a réussi à se resociabiliser malgré les longues années passées avec David Morales, alias la bête humaine, le père de son enfant.